Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel pour une perspective unique sur la région. Et ce soir, nous parlons de l'influence russe croissante au Burkina via coopération militaire, réouverture d'ambassades et guerre d'influence numérique sur les réseaux sociaux. Dans notre fait marquant de la semaine, l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie du Burkina Faso, enlevé par des individus armés, sa famille appelle à garantir son intégrité physique. Rétablissement des échanges frontaliers, le gouvernement camerounais rouvre la circulation entre Limani et Amchidé, favorisant les relations commerciales avec le Nigeria. Docteur Alain Manassé, le héros qui émerge au milieu de la crise de Boko Haram, Gilbert Tamba raconte sa lutte pour la libération des filles de Chibok. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Depuis le 30 septembre 2022, avec l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, le pays a adopté une nouvelle orientation diplomatique. De nouveaux partenaires, dont la Russie en tête, ont pris la place des partenaires traditionnels, marquant une orientation stratégique différente. Et au fil des mois, l'influence de la Russie s'est renforcée en raison de la coopération militaire, également amplifiée par les réseaux sociaux, comme on va le voir dans ce reportage de Gilles Dasda, l'un de nos correspondants à Ouagadougou. Suivez. Après 31 ans de fermeture, l'ambassade de Russie rouvre ses portes à Ouaga. Nous sommes en décembre dernier. Ce tournant vient confirmer l'intensification des relations Burkina-Russie. Depuis son coup d'État, le capitaine Traoré s'est fortement rapproché du pays de Poutine pour une principale raison que nous explique le professeur Ousseini Ili, juriste, enseignant-chercheur et analyste des questions géopolitiques. Comme le Burkina a eu des difficultés avec les partenaires traditionnels, notamment la France, pour les questions d'équipement, naturellement, aujourd'hui, ce qui intéresse le Burkina, c'est surtout ça, puisque la Russie est moins, procédurière ou tatillonne par rapport aux questions d'armes et autres. Des armements, le Burkina va en acquérir, notamment grâce à la Russie. Une Russie qui cherche aussi à se positionner, selon Ousseini Ili. Pour accroître son influence dans des zones comme le Sahel, la Russie de Poutine va se servir du cyberespace, singulièrement les trolls. Les trolls sur les réseaux sociaux, Aruna Drabo, analyste des questions de désinformation au Sahel, en a une bonne connaissance. Le troll déjà, c'est un individu ou encore un groupe d'individus qui font des publications à provocation intentionnelle pour susciter des polémiques, pour créer des tensions. Maintenant, les usines à trolls ou encore le groupe de personnes de trolls là, ils font recours à la technologie. Donc, ils créent également des faux comptes, ce que nous qualifions de bots. Et ces faux comptes-là les aident dans l'amplification des contenus qu'ils diffusent. Facilement, une publication peut générer 2000 commentaires, 1000 partages, 5000 likes. Donc, avec les algorithmes des réseaux sociaux, plus on a de l'audience auprès d'une publication, et mieux la publication est mise en avant. Des publications virales qui s'attaquent non seulement aux idéologies, mais aussi aux personnes. Il y a peu, accusé par un faux article de presse d'avoir été arrêté pour implication dans un coup d'État, un ancien ministre de la Défense du Burkina a dû porter plainte. Début 2023, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans ce dessin animé, Wagner est présenté en sauveur du Burkina et du Mali face à des agresseurs français. La guerre d'influence bat son plein sur le cyberespace
et de nouvelles applications viennent l'amplifier. Les trolls ont encore de beaux jours devant eux. Tout le monde peut donc parler et peu cherche à différencier le vrai du faux. On a une population en majorité non alphabétisée qui ne sait pas lire et écrire en français. Donc quand on était seulement sur Facebook, Twitter, et ils sont à la périphérie des discussions. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas commenter. Mais avec les messageries, les WhatsApp, les Telegram, tu appuies, tout le monde parle. Donc on a facilement des citoyens influenceurs. Depuis l'arrivée du capitaine Traoré au pouvoir, l'influence russe est perceptible. Pour le professeur Ili, cela s'explique par la crise sécuritaire que traverse le Burkina. Ce côté où la Russie accorde plus de facilité en matière d'acquisition d'armes est bien apprécié par les pays qui sont en crise, qui sont à la recherche d'armes d'ailleurs, pour mieux se défendre. Visite de hauts responsables militaires venus de Moscou, réouverture de l'ambassade russe à Ouaga, présence de drapeaux russes aux côtés de ceux des pays de l'AES aux différents ronds-points de Ouaga. Rarement le Kremlin aura eu autant d'influence au Burkina. Une influence grandissante, accentuée par le fait des réseaux sociaux. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique. Merci à Gilles Dasda qui est en ligne avec nous pour continuer la discussion. Gilles Das, bonsoir. Quelles difficultés particulières, avez-vous rencontrées pour recueillir des points de vue dans le cadre de la réalisation de ton reportage? Oui, bonsoir Eric. Alors, il faut dire que parler des trolls au Burkina, c'est évoquer un sujet particulièrement pointu. Les spécialistes du phénomène ne courent pas vraiment les rues. Donc ça, c'est déjà une première étape. Et l'autre étape, c'est d'évoquer ce sujet d'influence de la Russie par notamment son offensive diplomatique vers l'Afrique. De surcroît, le tout boosté par le phénomène des trolls. Donc à ce niveau, ça se complique un peu, Eric, parce qu'il y a peu de spécialistes et d'analyses qui osent se prononcer face caméra. Donc on craint d'égratigner les dirigeants. On craint aussi de toucher à un partenaire puissant du Burkina Faso. Et par-dessus tout, on craint la réaction éventuelle de l'autorité ou non seulement la colère aussi de ceux qu'on appelle au Burkina les Wayiyan. Les Wayiyan, donc, ce sont les personnes qui veillent aux différents ronds-points pour, disent-ils, protéger le pouvoir du président Traoré. Donc la parole n'est pas libre. Gildas, quel rôle? C'est difficile d'avoir des gens pour réagir. Et heureusement, j'ai pu avoir 2 spécialistes du domaine qui ont bien voulu parler face caméra, Eric. Oui, quel rôle, Gildas, les trolls sur les réseaux sociaux dans la guerre d'influence entre la Russie et d'autres puissances étrangères au Burkina Faso? Quel rôle jouent ces trolls? Je vous entends plus. Gildas, est-ce que vous m'entendez? Nous avons un problème de communication avec notre correspondant Gildas Da qui se trouve à Ouagadougou. Gildas, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, très rapidement, quel rôle jouent les trolls sur les réseaux sociaux dans la guerre d'influence entre la Russie et d'autres puissances étrangères au Burkina Faso? Alors, je pense le rôle que ces trolls jouent sur les réseaux sociaux, ce sont un peu les soldats de première ligne, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, il y a beaucoup de désinformation. On constate aussi, vous voyez sur les réseaux sociaux burkinabés, par exemple, on parle de l'arrivée d'une nouvelle monnaie de l'espace AES. On dit que cette monnaie sera beaucoup plus forte que l'euro. Et on dit que l'ennemi, c'est l'autre. L'ennemi, ce sont les Occidentaux. Dans ce jeu-là, chaque puissance essaie de tirer la couverture de son côté pour dire le gentil, c'est moi, le méchant, c'est l'autre. Et à force de partager ces informations, de les commenter, ça finit par devenir crédible aux yeux de certains citoyens. Pourtant, dans la réalité, il n'en est rien. Alors, la deuxième partie, si je peux toujours continuer, c'est lorsque vous faites des publications qui sont jugées pas suffisamment patriotiques, vous allez avoir des commentaires haineux, des insultes. Sur les réseaux sociaux, vous avez des journalistes et même un gros média comme Radio Omega qui a dû bloquer les commentaires sous ses posts parce qu'il y avait beaucoup d'insultes et il y avait beaucoup de menaces lorsque vous ne partez pas dans le sens exact de ce qu'on entend, de ce que la transition veut faire dire, en fait, parfaitement. Merci beaucoup à Gildasta pour toutes ces précisions. J'ai des commentaires Facebook sur le sujet. Abdul Kadiri Nana, il dit ceci: la Russie est accueillie favorablement en Afrique, tandis que les médias sont considérés comme des instruments de l'impérialisme occidental.
La Russie n'a recours à aucune désinformation pour étendre son influence en Afrique. C'est le point de vue de Abdul. Elle affirme se tenir prête à répondre aux besoins du continent depuis la période de décolonisation, mettant en avant la justice comme moyen privilégié. Guillambé Valentin, il dit ceci. La sécurité du peuple burkinabé est primordiale à mes yeux. La stabilité sécuritaire est la fondation sur laquelle repose la popularité, car c'est le résultat qui en atteste. Jean-Baptiste Sondo, c'est notre dernier commentaire. Il dit ceci, la Russie démontre sa puissance sans recourir à la propagande. On va donc dépassionner le débat avec notre analyste pour approfondir la discussion. C'est Ibrahima Kane du bureau ouest-africain de l'ONG Osiwa basé à Dakar. Monsieur Kane est avec nous en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le terme impérialisme semble être utilisé comme un slogan pour légitimer les coups d'État. Quels sont les objectifs visés par un régime africain, qu'il soit militaire ou civil, lorsqu'il fait usage de ce concept d'impérialisme? Mais l'usage est, le mot impérialisme dans le contexte politique de l'Afrique de l'Ouest est dirigé contre la France. C'est pour indiquer que la France est une puissance qui se comporte en état impérialiste comme par le passé. Vous savez que ce terme-là n'est pas nouveau dans la région. Des pays comme la Guinée, comme le Burkina Faso du temps de Thomas Sankara, il l'utilisait régulièrement. Ça faisait même partie du vocabulaire politique à l'époque. Donc, puisqu'on est dans un contexte où on veut utiliser vraiment un langage assez spécial pour, comment dirais-je encore, s'attaquer à une puissance qu'on déteste, on a recours à cela et c'est facile parce que ça mobilise très facilement la population qui ne comprend même pas l'expression, mais qui pense que impérialisme égale France. Expression populiste, vous voulez dire. Comment alors Exactement. Les réseaux sociaux, y compris les trolls et les applications émergentes, contribuent-ils à façonner l'opinion publique au Sahel? Et quelles sont les conséquences de cette influence sur les débats et les perceptions, M. Kane? Alors, pour l'influence des réseaux sociaux dans la région du Sahel, l'influence est énorme. L'influence est énorme d'abord parce que le Sahel est l'une des régions où le taux d'alphabétisation est très bas. Les crises que ces pays-là ont connues ont même enfoncé certains de ces pays dans des situations très, très, très difficiles. Si vous vous rappelez, par exemple, que depuis 3 ou 4 ans, que ce soit au centre du Burkina Faso ou au centre du Mali, il n'y a plus d'école, il n'y a absolument rien. Donc, tout cela contribue aussi à faire en sorte que la population avale tout ce qu'elle entend. Et ceux qui utilisent les réseaux sociaux, ce qu'on appelle souvent les influenceurs, ils savent comment s'adresser à ces populations-là. Ils savent quel usage en faire et cela contribue à vraiment polluer l'atmosphère, si je puis me permettre l'usage de ce mot, parce que l'on parle de la France ou que l'on parle de la Russie, c'est des puissances extérieures à l'Afrique. Un État n'a pas d'amis, un État n'a que des intérêts à défendre. Peut-être que la France a mal défendu ses intérêts, mais la Russie qui vient aussi défend ses intérêts. Tout le monde sait que l'intérêt de la Russie pour l'Afrique est lié à ses déconvenues en Ukraine et dans le reste du monde et dans ses rapports avec les pays occidentaux. L'Afrique devient le champ de combat de la Russie contre ces puissances occidentales et cela est de bonne guerre pour eux, mais pas pour les Africains parce que nous ne devons pas quitter une zone d'influence pour aller tomber dans une autre zone d'influence, d'autant plus que ces gens-là, ils ont leurs propres intérêts, ils ne défendent pas les intérêts de l'Afrique. Donc vous voulez dire qu'ils savent bien manipuler l'opinion dans la région. Les opérations d'influence informationnelle, M. Kane, telles que l'utilisation de trolls sur les réseaux sociaux, peuvent-elles être bénéfiques pour les régimes en place et leurs partisans, malgré le risque inhérent de désinformation touchant n'importe qui et n'importe où? Mais pas tout le temps. Souvent, ça peut pendant un certain moment les aider, mais quand la situation
politique où la situation sécuritaire se dégrade, vous voyez que tout cela se retourne contre ces régimes-là. Et donc, ici, la question centrale est à quoi jouent aussi ces influenceurs? Parce que si vous regardez dans cette région, beaucoup de personnes qu'on considère comme des influenceurs sont en réalité très proches des régimes en place, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali ou tout récemment au Niger. Mais ce qu'ils font ne permet pas de changer la situation sur le terrain. Ce qu'ils font ne permet pas de régler les problèmes que les populations continuent de vivre. Il y a les morts, on continue à compter les morts, les régimes en place, en dehors de l'embellie que le Mali a eu avec la reprise de Kidal. On continue aussi d'encercler les villes et autres. Donc, merci, vous savez, vous voyez Khan, les gens continuent de se déplacer ou de s'exiler. Merci beaucoup pour votre perspective et votre analyse. Je rappelle que vous êtes responsable au sein du bureau ouest africain de l'ONG Osiwa, basé à Dakar. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Le gouvernement camerounais a rétabli la circulation des biens et des personnes entre les cantons de Limani et Amchidé, à la frontière avec le Nigeria, dans la région de l'extrême nord. Les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria avaient été perturbés dans plusieurs localités de cette région en raison des attaques de Boko Haram depuis 2014. La situation s'est aggravée après l'effondrement du pont reliant les cantons de Limani et Amchidé au Nigeria. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap. La reconstruction du pont de Mayo-Limani a nécessité un dispositif sécuritaire pour faire face aux incursions de Boko Haram. Emmanuel Ngannou Messi, ministre des Travaux publics. Nous avons de part et d'autre des attaques régulières de la secte Boko Haram. Vous voyez que tout à côté, il existe un détachement de nos forces de défense et de sécurité qui non seulement ont protégé ces travaux à travers un dispositif d'appui aux travaux spécifiques, mais ont créé un environnement tout à fait serein pour que les travaux s'exécutent en 18 mois. Le pont de Mayo-Limani, long de 120 mètres linéaires, s'est effondré en 2015 suite aux graves inondations, au moment où la région de l'extrême nord subissait les premières attaques de Boko Haram. Une fois encore, Emmanuel Ngannou Messi, ministre des Travaux publics. À travers ce pont se font des échanges commerciaux extrêmement importants avec le grand pays frère voisin. Dans l'absence de ce pont, aura entraîné le dépérissement de ces activités commerciales qui constituent le sous-bassement des revenus des populations de cette partie de notre pays. La réhabilitation de l'infrastructure par une entreprise camerounaise a démarré en 2021. Le canton de Limani-Amchidé est considéré comme le poumon économique de la région de l'extrême nord. Bichayi Rahim, l'amido de Limani. La zone où nous sommes aujourd'hui, c'est une zone rouge. Mais aujourd'hui, je me dis bien que la zone rouge là, est en train de s'effacer. Nous avançons en zone verte. Sans cet ouvrage, Amchidé et Limani est coupé. Et même nos voisins aussi sont coupés. Parce que Limani est le poumon économique de la région de l'extrême. Les services des douanes ont repris leurs activités avec la mise en service de ce pont par lequel transitent de nombreuses marchandises provenant du Nigeria. Ibrahim Talbamala, originaire du département de Mayo-Sava et ministre des Travaux publics. Et nous sommes heureux que ces activités ont repris
non seulement les activités, mais la douane est quand même à côté. Quand on était jeune, la douane apportait 40 à 50 millions chaque mois. Donc ça, c'était perdu aussi pour l'État. Le gouvernement a prévu d'investir près de 1800 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la région de l'extrême nord. Dans le domaine routier, des contrats actifs existent sur 600 km de route. Mais l'exécution de ces contrats ne satisfait pas le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi. Certaines entreprises indiquent que les paiements ne sont pas réguliers. D'autres soulèvent les pénuries de carburant. D'autres encore indiquent leur incapacité à se mobiliser face aux difficultés financières qui sont les leurs. Vous êtes choisi comme entreprise de travaux sur la base d'un dossier que vous avez soumis aux commissions d'examen des offres. Et dans ce dossier, il y a la capacité financière que vous faites valoir. Où est donc passée cette capacité financière? Le gouvernement a décidé d'accélérer le plan de reconstruction de la région de l'extrême nord après les dégâts causés par Boko Haram. Les entreprises chargées d'exécuter les marchés publics dans cette partie du pays ont été catégorisées afin d'en finir avec les lenteurs. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique. Au Burkina Faso, l'épouse du lieutenant-colonel Evrard Somda, enlevé à son domicile à Ouagadougou, appelle à garantir son intégrité physique. Aucune communication officielle n'a été faite sur les raisons de l'enlèvement ni sur les auteurs. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Aubin Guébré de BF1 TV, notre station partenaire à Ouagadougou. Aubin, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, pouvez-vous partager les réactions de l'opinion publique locale face à la lettre de l'épouse du lieutenant-colonel Evrard Somda appelant à garantir son intégrité physique et comment cela impacte la perception du régime militaire en place? Oui, il faut dire que c'est une opinion qui est partagée entre compassion et révolte contre cette sortie publique de l'épouse du lieutenant-colonel Evrard Somda. Compassion pour une femme et ses enfants quand elle décrit justement les conditions dans lesquelles son mari a été interpellé. On parle de brutalité de l'interpellation devant des enfants surtout très choqués par cette interpellation de leur père. Donc il y a cette situation qui crée justement cette compassion vis-à-vis de cette famille qui cherche à comprendre la situation et qui ne sait pas où se trouve justement le père de famille. Et puis, il y a aussi ce sentiment d'une partie, notamment des partisans du pouvoir, qui pensent qu'il n'y a pas de sentiment pour des gens qui veulent déstabiliser le Burkina Faso parce que le pays est en marche vers donc, la souveraineté et il n'est pas question de permettre à des officiers de porter un coup à cette marche. Alors, il n'est pas le seul. Il y a eu Daouda Diallo, il y a eu Blassé, il y a eu d'autres. Pourquoi le pouvoir en place maintient-il le mutisme sur ces enlèvements, malgré les appels à la clarification de la situation par les proches des personnes disparues? Y a-t-il des commentaires ou des analyses au sein de la communauté locale sur les raisons de ce silence officiel? Oui, c'est tout le débat aujourd'hui. On se demande bien pourquoi ce mutisme autour de cette approche. Certains sources proches du pouvoir parlent de discrétion pour les besoins de l'enquête, mais il se trouve que c'est une situation aujourd'hui qui crée la psychose au sein de la population parce qu'on ne sait pas finalement s'il s'agit de l'autorité ou de groupes terroristes, puisqu'on ne sait pas qui est derrière ces personnes qui interpellent, des personnes qui arrivent sans identifiant, cagoulés, et donc qui conduisent des victimes vers des lieux inconnus. Des semaines durant, les proches sont sans nouvelles de leurs parents enlevés. Cela crée évidemment la psychose au sein de la population, où une partie de l'opinion pense que l'autorité doit agir à visage découvert et non se comporter comme justement ces groupes terroristes qui enlèvent des citoyens et vers des destinations inconnues. Merci Aubin. Donc l'état de droit doit prévaloir. Merci pour toutes ces explications. Nous terminons cette édition de Focus Sahel avec ce reportage qui nous vient du Nigeria, dans le nord du pays. L'insurrection du groupe terroriste Boko Haram a déplacé plus de 2 millions de personnes et causé de nombreuses pertes humaines. L'enlèvement des filles de Chibok en 2014 a marqué une période officielle de cette crise. Dr Allen Manasseh s'est distingué publiquement en luttant pour la libération de ses filles.
Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, a rencontré cet homme engagé dans la lutte pour sa communauté. Reportage. Âgé de 48 ans, Alem Manasseh est un médecin vétérinaire de formation et originaire de Chibok dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Il se présente comme un défenseur d'un Nigeria nouveau, mais aussi un activiste des droits humains et de la bonne gouvernance. Dr Alem Manasseh s'est fait surtout identifier lorsqu'en 2014, 276 écolières sont enlevées dans une école secondaire publique de Chibok, sa ville natale. Lorsque cette attaque s'est produite, on avait du mal à accepter cette vérité. J'ai donc rapidement mobilisé la communauté et les parents des filles de Chibok pour mettre en place le bureau de gestion de crise où nous avons commencé à parler avec des données exactes. Parce que quand nous disions à leur gouvernement que les filles étaient adoptées, certains nous disaient que nous mentions. Depuis, le médecin devenu activiste mène une lutte sans fin pour la libération des filles de Chibok. Parmi elles, plusieurs membres de sa grande famille. Certaines des filles ont pu s'échapper d'elles-mêmes, tandis que d'autres ont ensuite été relâchées à la suite d'intenses efforts de campagne menés par les organisations de la société civile et des négociations menées par le gouvernement. Nous avions réussi à prouver à la communauté internationale et à tous les autres que oui, ce n'était pas bien pour nous parce qu'il y avait eu un enlèvement. Et nous disions que ce n'était pas bien que les enfants aillent à l'école et qu'ils soient enlevés et que nous faisions tous semblant que tout allait bien. Nous avons donc réussi à faire prendre conscience aux Nigérians que nous pouvions réellement défendre les intérêts des personnes que nous ne connaissions pas. Il est l'un des cofondateurs du puissant groupe Bring Back Our Girls qui a plusieurs fois manifesté à Abuja, la capitale fédérale, pour la libération des filles enlevées. 96 filles restent encore en captivité et des milliers d'autres enfants ont été victimes de graves violations de leurs droits dans l'état de Borno, son état d'origine, depuis l'insurrection sanglante du groupe terroriste Boko Haram. Il a toujours été au devant de la scène pour la cause de sa communauté, comme le reconnaît Emmanuel Ozemeka, un ressortissant de l'état d'Anambra dans le sud du Nigeria, mais qui a connu Alem Manasseh à travers leurs activités humanitaires. Manasseh est toujours prêt à sacrifier sa vie pour son peuple. Je me souviens, lorsque nous voulions aller dans le nord-est pour examiner les problèmes concernant les enfants qui souffraient de malnutrition et que mon organisation était obligée de sonner l'alerte en 2015, il était une personne de référence car c'était facile avec lui. Lydia Orugbo est aussi originaire de Chibok. Elle connaît bien le docteur Manasseh. Il est tellement impliqué dans le travail humanitaire qu'il s'oublie lui-même. C'est une personne altruiste et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de lui sur cet aspect. La crise humanitaire actuelle dans le nord-est du Nigeria continue d'être l'une des plus graves et des plus complexes au monde. Une situation qui a obligé Dr Alem Manasseh à s'impliquer dans la politique pour, dit-il, défendre la cause de ces populations. En 2023, il était candidat aux élections législatives. Malgré sa défaite, il promet de continuer de se battre pour sa communauté. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs points de vue et leurs expertises. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manilakiza était avec vous au micro, Lionel Lunanela Gahima et Trésor Matondo ont assuré la réalisation et la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.